Vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 18h. C'est le début de la grande présentation de la saison 2024-2025 de Pro D2, quoi. On va vivre tous ensemble sur Sud Radio avec l'intégralité des matchs, évidemment, commentés sur notre antenne. On est avec Quentin Caminis, avec Clément Combe, on est avec Enzo Jacquet, on est avec vous au 0826 300 300 Vincent. Notre auditeur gersois est resté au téléphone avec nous pour parler un petit peu, de la Pro D2, de ce magnifique championnat de Pro D2, et nous accueille pour ouvrir le bal de cette saison, Alexandre Ruiz, manager du SA15. Salut Alexandre. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup, c'est gentil. La préparation se passe bien du côté de la Charente? Oui, mais il fait chaud, hein. Dimanche, travail, donc dimanche au bureau. Dimanche au bureau, effectivement, avec un petit peu d'entraînement pour préparer cette saison. Alors aujourd'hui, au programme, on aura quatre quarts d'heure dédiés à cette présentation de Pro D2. Alexandre Ruiz, le manager du SA15. On aura ensuite Jeff Dubois, le manager de l'US Dax. On aura ensuite Xavier Péméja, celui de Nevers, et puis on terminera par Pierre-Henri Boncamp à Brive. Alors, on a fait 4 catégories, et 4 catégories qui ne demandent qu'à être brisées, et c'est le but du truc. On a la première catégorie qui arrive, qui est une bataille à la fois pour le maintien et à la fois pourquoi pas plus. C'est ça l'idée. On n'est pas là pour faire un bilan de la bataille pour le maintien juste, mais justement se poser la question de qu'est-ce qui amène vers, pourquoi pas, une première partie de tableau. Mais d'abord, revenons sur les équipes qui ont bataillé la saison dernière pour le maintien. Clément, combien d'équipes ont bataillé selon toi? J'en ai noté 5, on peut en inclure 6. J'ai noté le SA15, Biarritz, Montauban, Rouen qui est descendu directement en national, et Agen aussi qui a passé une bonne partie dans le ventre mou et qui a fini très bas. On peut rajouter Valence-Romand qui était promu la saison dernière, mais le maintien a été validé assez tôt. Donc au final, entre 5 et 6 équipes qui ont fini dans le bas de tableau la saison dernière. Oui, effectivement, le SA15 qui a terminé donc l'exercice 2023-2024 à une 12e place, moi que j'ai qualifié de jolie. J'ai noté jolie 12e place au classement. Mais quel regard vous avez porté sur le précédent exercice, vous Alexandre Ruiz? En fait, il a deux façons de le voir. La première façon de le voir, c'est que c'est un nouveau projet. Je venais d'arriver sur le club avec certainement une nouvelle façon de voir le rugby et l'organisation en général. Donc, il a fallu avoir une partie, même si on avait le sentiment que j'en avais bien commencé la saison à Béziers, on aurait dû gagner. On gagne Aurillac en suivant. Il a fallu un temps d'adaptation et d'appropriation au projet. Ça a pris plus de temps que ce que j'aurais pu penser. Oui, parce que une victoire, un match nul et 6 défaites sur les 8 premières journées, là, à ce moment-là, il y a un doute quand même, Alexandre Ruiz, à la fin des 8 premières journées où le bilan est difficile? Il y a un doute parce que j'aurais voulu aimer que ça aille plus vite, ça n'a pas été le cas. Il y a eu quelques doutes aussi parce que je parlais d'un rugby qui fonctionnait, qui gagnait, mais finalement on n'a pas eu les résultats escomptés rapidement. Mais par contre, on a toujours, même si on a perdu des matchs, on a toujours été dans la bataille, à l'exception de Colomiers, où on a toujours ramené des bonus, et donc on a toujours été dans la partie, voire souvent devant. À Béziers, à Biarritz, c'est des matchs. Alors à l'exception de Montauban où où ils ont clairement dominé à domicile, on n'avait pas pu rivaliser sur la densité de Montauban. Mais à l'exception de ça, même si on prend un bonus, on était quand même, me semble-t-il, tout le temps dans la partie. Et il a fallu 6 mois pour que les joueurs et le staff entier s'approprient le nouveau projet. Et voilà. Et c'est vrai que la bascule s'est fait après le match à Dax, où on a fait 20 minutes absent complet des débats. Et après, on est bien revenu dans la partie sur la fin de match. Et là, il y a eu un déclic de la part des joueurs à ce moment-là. Et du coup, on a basculé dans le dernier tiers de la saison qui était, me semble-t-il, de bonne qualité. Vous êtes la 6e meilleure équipe sur les 10 dernières journées. Ouais, mais parce que les joueurs se sont appropriés le projet et du coup, on leur a laissé beaucoup de liberté aussi dans le rugby et dans les organisations en général. Et du coup, c'était aussi ma volonté que les joueurs soient partie prenante du projet et qu'ils se l'approprient et qu'ils se l'accaparent. Et ça a mis plus de temps que ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais pensé, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la fin de saison fut de bon calibre.
Ouais, une très belle fin de saison. Qu'est-ce qui a été fait à l'intersaison, Clément, quand on regarde un petit peu la fiche recrutement, parce qu'il y a eu pas mal de petits mouvements quand même du côté de la Charente. Alors il y a eu pas mal de petits mouvements, il y a pas mal d'espoirs notamment qui ont été recrutés, mais on va les laisser de côté ces jeunes garçons. Il y a une recrue majeure, évidemment ça a fait un tremblement de terre tout simplement sur la planète rugby, on peut appeler ça, puisque Johnny May, l'ailier anglais international de 34 ans, est arrivé du côté de Soyaux-Angoulême en provenance de Gloucester. On a aussi 3 espoirs qui ont été prêtés, 2 par La Rochelle, Lucas Zamora et Karl Sorin, 1 par Toulouse, Clémence Saint-Hubéry le troisième ligne. Lucas Zamora c'est à la mêlée, Karl Sorin c'est un pilier. On a 2 joueurs de top 14 qui sont Gif Vivien Devisme et Paul Taillade de Lyon et Pau qui arrivent. Et on a une recrue qui arrive en tant qu'espoir, mais qui a quand même montré pas mal de choses la saison dernière en Pro D2, c'est Nathan Farissier, qui arrive de Grenoble. Et on a aussi enfin Arthur Proux, qui arrive en provenance de Vannes, le centre de 25 ans. Parce que c'est vrai, Alexandre Ruiz, que la saison dernière, il y a eu quand même des joueurs qui ont brillé à la Coupe du Monde, et puis il y a des joueurs qui ont brillé aussi durant la saison. On pense évidemment à Nicolas Martins, qui notamment a été recruté par Montpellier, mais il y a eu des départs aussi importants. Quelle a été la philosophie de cette intersaison pour la gestion de l'effectif, Alexandre Ruiz? Alors, si je peux me permettre, je vais juste faire 2 petites remarques par rapport à ce qui vient d'être énuméré. Clément Saint-Hubéry n'est pas un joueur prêté par le Stade Toulousain, c'est un joueur qui est sous contrat. Ah oui, c'est sous contrat. C'est une signature. C'est une signature. C'est une signature. C'est un joueur qui était le capitaine des espoirs du Stade Toulousain, champion de France en titre, mais par contre sous contrat chez nous. Et Nathan Farissier qui était en essai espoir à Lyon, prêté à Grenoble, et aujourd'hui il est sous contrat clairement aussi chez nous, un contrat professionnel. En fait, la volonté, même si dans l'énumération on a occulté le fait qu'on est des jeunes, mais ma volonté elle a été aussi à ma prise de fonction dans le club comme on est aujourd'hui à Angoulême. Il faut trouver le bon équilibre entre la formation. On a un triangle infernal, j'appelle ça le triangle infernal, qui se situe entre Brive, La Rochelle et Bordeaux, où on se doit aussi, parce qu'on n'est pas des choix prioritaires par rapport aux joueurs, soit par la situation géographique, soit par la situation aujourd'hui rugbystique historiquement. Donc il faut aussi qu'on puisse développer des joueurs en interne qui demain seront les joueurs, ou une partie des joueurs du club, je l'espère. Le deuxième, c'est pour ça qu'on recrute aussi assez jeunes. Les exemples de Lucas Zamora ou Karl Sorin, qui sont des joueurs du Stade Rochelet prêtés en effet, qui aujourd'hui manquent un peu d'expérience pour éclore au niveau au-dessus, mais me semble-t-il ont toutes les capacités, et en tout cas les 2 mois de préparation ont montré que ils pourraient être prêts certainement demain s'ils enclenchent bien. Et ensuite, il a fallu aussi qu'on réfléchisse à comment on pouvait aussi faire comme les autres équipes, c'est-à-dire que parler de nous, parler en bien ou en mal. Le plus important, c'est qu'on en parle. Ça, c'est mon père qui me dit souvent. Le but du jeu aussi, il a été que on puisse montrer à la France du rugby qu'on a envie aussi aujourd'hui de se développer, se projeter vers l'avant. Et donc, Johnny May a été sur le marché, et aujourd'hui on s'est rapproché via des relations. D'abord, c'est la première prise de contact qu'on a eue avec Johnny May, via Zach Mercer aussi, que j'ai eu la chance d'entraîner à Montpellier et à Champion de France en 2022. Il s'est renseigné, Johnny, et de mon côté on a fait la même chose. Et ensuite est rentré dans la discussion le président DJ Pichot et sa compagne Sabrine, qui est professeur d'anglais sur Paris, qui pratique un anglais génial, et qui a réussi aussi à expliquer, il a proposé un soutien à sa femme qui aujourd'hui sont présents sur la Charente, et des fois sa femme Séverine est un peu la nounou de la famille May, mais en tout cas on les encadre bien. Ce qui est génial aussi, c'est que dans son attitude, il n'est pas venu ici en vacances, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quoi qu'on en veuille, c'est pas un mercenaire, parce que si on est au courant de ce que aujourd'hui le club lui donne comme salaire, ça ferait rigoler plus d'hommes. On peut pas le dire. Ah non, je peux pas le dire. Non mais je tente, on sait jamais. Comment se passe la préparation du coup avec cet effectif, on va dire quand même bien rajeuni. Est-ce qu'il y a eu des petits éléments là, les matchs amicaux, comment ça s'est passé, Alexandre Ruiz? On devait jouer le Vannes en match amical, ce qui ne s'est pas joué par un désistement de leur part à la fin du mois de mai, la fin du mois de juin, pardon, le 29 juin. Donc on a fait une opposition en interne entre nous il y a 15 jours, et on a fait une oppo. Alors c'est toujours très compliqué de faire une opposition en live entre partenaires d'entraînement, mais finalement on a vu des choses intéressantes. Et après on a joué Montauban jeudi dernier à Chantilly.
avec une revue d'effectifs pas trop large parce qu'on a été intéressant aussi de se rapprocher de la compétition et donner du temps de jeu à un groupe qui allait potentiellement pouvoir jouer le match de Aurillac. Donc on a aligné 33 joueurs et on a vu des choses qui étaient cohérentes avec notre préparation. Mais on le sait tous ici présents ou à l'écoute de l'antenne que la seule vérité ce sera le championnat et que la Pro D2 c'est une vraie machine à laver et qu'il faut être patient et même si on veut être ambitieux et humble, il faut quand même être très patient et très vigilant dans ce championnat. On connaît un peu Angoulême, c'est une ville qui ressemble à un village. Quand on se balade dans Angoulême, je pense que assez rapidement on peut vous interpeller en vous demandant, Monsieur Ruiz, coach, on joue le maintien ou pas cette année à Angoulême? J'avoue que alors la question, il y en a plein d'autres, mais celle-là, elle est souvent posée. Encore hier matin, tous les jours off, quand je descends pas à Béziers voir mes enfants, je me balade au Val et c'est vrai en effet que c'est un petit village ici, tout le monde presque se connaît et tout se sait très rapidement. Et on nous pose la question. Alors on sent beaucoup d'engouement, on l'a vu contre Béziers avec un stade archi comble à guichet fermé, la dernière journée de championnat la saison passée. On a senti beaucoup d'engouement ces 15 derniers jours. On sent les abonnements qui sont en hausse et on sent les gens qui ont envie de nous soutenir et de qu'on avance rapidement pour se maintenir rapidement. Mais en effet, si tu veux attendre de moi que je te dise que je vais jouer autre chose que le maintien, je pourrais pas te le dire parce que je crois que d'abord le maintien. Ça serait manquer de respect à la compétition et manquer beaucoup d'humilité dans ce championnat difficile. Ouais, on sait que c'est un championnat extrêmement compliqué. Donc d'abord objectif maintien pour le SA15 et puis après, de toute façon, tout peut arriver. Hein. C'est ça la beauté de ce championnat, c'est qu'il y a parfois de belles surprises et puis on croit que c'est des surprises et puis en fait, en interne, les joueurs, le staff savaient qu'il y avait des choses qui se mettaient en place. A priori, j'en sais rien, Alexandre Ruiz, mais a priori, le bouclier. Encore une fois, j'en sais rien, mais ne devrait pas être pour, en tout cas, un objectif du SA15. Là, comme ça, de but en blanc, si je te dis qui va remporter le championnat de Pro D2 la saison prochaine et monter en top 14, quel est le premier club qui te vient à l'esprit? Tu vois, je veux juste comparer entre ce qu'aujourd'hui on a 7,5 millions de budget avec des clubs qui en ont 17 ou 18. On a un adversaire qu'on reçoit sur la première réception à 17 millions de budget qui ne joue pas dans la même cour que la nôtre, qui a connu le top 14. Je vois Brive aujourd'hui très bien équipé pour jouer les premiers rôles du championnat. Je crois Oyonnax aussi qui a pas perdu tant d'effectifs que ça en descendant. Donc ces deux équipes-là me semblent bien armées. Provence est pas loin non plus en ayant continué le recrutement stratosphérique qu'ils ont enclenché. Voilà, on joue pas dans la même cour, donc bataillon à armes égales, mais aujourd'hui on peut pas jouer avec eux. Merci Alexandre Ruiz d'avoir été avec nous et évidemment on sera au rendez-vous de la saison d'Angoulême en Pro D2. C'est toujours un grand plaisir de parler du SA15 et parler de ce magnifique championnat avec toi et avec tous nos intervenants. Vincent qui est avec nous, notre auditeur du Gers. Vincent, au regard de tout ce que dit Alexandre Ruiz, qu'est-ce que tu notes de particulier? Est-ce que toi qui n'es pas supporter du SA15, tu as des choses qui t'ont intéressé? Non, en tout cas, c'est admiratif de ce que fait Alexandre Ruiz depuis quelques années, parce qu'il faut savoir quand même que c'est un ancien arbitre international et qui a réussi à se reconvertir dans le poste de manager. Donc, je tiens par rapport à ça à le féliciter. Il met en place un projet sur plusieurs années. Donc, manifestement, ça a pris un peu de temps à être mis en place. Là, on peut supposer qu'Angoulême va dérouler comme ils ont pu finir la saison l'année dernière. Et ils vont démarrer dès ce week-end. Alors un peu de chance, Alexandre, vous n'aurez pas à mettre les pneus neige pour aller à Aurillac, puisque vous démarrez en effet par un déplacement dans le Cantal, avant en effet de recevoir pour moi en effet le favori de la Pro D2 qui est le club corrézien de Brive, qui d'ailleurs n'est pas très loin d'Angoulême. Mais je suis content en effet qu'il y ait un peu de rugby sur ces terres angoumoisines, puisqu'il y avait une tradition historique avec entre autres Cognac. Donc j'espère en effet qu'Alexandre va réussir à faire perdurer pendant encore de nombreuses saisons le rugby sur ces terres. Merci, voilà. c'est gentil. Merci Alexandre Ruiz d'avoir été avec nous. Merci Vincent d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et dans un instant sur Sud Radio, on va recevoir Jeff Dubois, manager de l'US Dax. Maintien ou pas maintien pour l'US Dax, on verra dans quelques instants. Évidemment, il vise un petit peu plus l'US Dax qui s'est qualifié dans le top 6 la saison dernière. Merci Alexandre Ruiz. Très belle journée, très belle soirée du côté de la Charente. Dans un instant sur Sud Radio, Jeff Dubois est avec nous. À tout de suite. Sud Radio Sport, Alexandre Priam.
Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby, et on fait la grande présentation de ce championnat de Pro D2. On était il y a quelques instants avec Alex Ruiz, manager du SA15, et on accueille sur Sud Radio le manager de l'US Dax, c'est Jeff Dubois. Salut Jeff. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ça fait très plaisir de t'avoir sur Sud Radio, parce que nous on a envie que la saison elle commence le plus rapidement possible. On n'en peut plus, Jeff. Et du coup, on fait un peu les présentations une semaine avant. Alors Jeff Dubois, comment ça s'est passé cet été? On va parler dans quelques instants de la saison dernière, mais comment ça se passe la préparation du côté des Landes? Écoutez, plutôt bien, satisfait de l'intersaison qu'on a effectuée, que ça soit physiquement ou rugbystiquement. Voilà, on a pu travailler des nouveaux principes de jeu aussi qu'on voulait mettre en place. Et voilà. Maintenant il y a plus qu'à, on a envie de dire, mais en tout cas, très content de la préparation qu'on a fait. Ouais. Ouais, une belle préparation, et puis une très belle saison dernière. Alors évidemment, une saison dernière conclue à une place dans le top 6, bien loin quand même de ce qui était prévu en début de saison. Clément Combe, quel parcours! Quel parcours exceptionnel. C'était la surprise, c'était l'équipe qu'on adorait regarder jouer, parce qu'on se disait mais qu'est-ce qu'elle fait à cette place-là en haut du tableau. Dax promu, on le rappelle, avec Valence Roman, qui finit finalement dans le top 6, qui a fini limite 4e, qui était peut-être en place pour jouer un barrage à domicile, qui est redescendu un petit peu et qui s'est incliné malheureusement assez lourdement contre Grenoble, qui est parti aller jouer une demi-finale à Provence Rugby. Et on a eu des moments très forts la saison dernière. On va repasser un petit passage. C'était Hervé Durchetti, ton entraîneur des avants, qui était au micro Sud Radio et qui, à ce moment-là, le soir de la 24e journée, victoire 33-29 face à Montauban, il y avait cette question du top 6. Écoutez sa réponse. On a une mission. La mission, c'était la mission du maintien. Si le maintien, on est capable de l'avoir rapidement, les objectifs, c'est les joueurs qui vont nous les définir. Nous, on va les accompagner parce qu'on est des compétiteurs et nous, obligatoirement, on veut gagner parce qu'on a toujours voulu gagner. L'an dernier, on a voulu gagner. Cette année, il n'y a pas un match qu'on a lâché. C'est des matchs on s'est trompé souvent nous, les coachs, on s'est trompé dans les choix, on s'est trompé dans des choses. Les joueurs nous ont suivis. Quand on s'est pas trompé, mais c'était bien mieux. Mais il est clair que oui, dès que le maintien, on va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter. Ça, c'était quand même une phrase forte, Jeff Dubois. Quand le maintien a été validé, vous avez ouvert la boîte des possibles, la boîte de Pandore. Tout était possible ensuite. Oui, Hervé, il avait totalement raison. C'est vrai que la priorité, c'était d'abord le maintien, et puis après, ça, comme je l'ai dit toujours, ça appartenait aux joueurs, et ils avaient une soif de vaincre encore, et donc du coup, on a joué tous nos matchs à fond, et pour essayer d'aller le plus loin possible. Est-ce que cette soif de vaincre, cette soif de d'abord verrouiller le maintien, ce sera la même logique en 2024-2025 pour l'US Dax? Oui, ce sera d'abord le maintien, ça c'est sûr. Parce que la Pro D2 s'est renforcée encore plus avec l'arrivée de Yonax, avec l'arrivée de Nice. Donc c'est vrai que ça va être costaud encore cette année. Il va y avoir des surprises, je vous le dis. Ça va être un championnat encore intéressant à suivre parce que franchement, quand on regarde toutes les équipes, je vois pas qui c'est qui pourrait descendre dans un premier temps. Donc c'est pour ça qu'on va avant tout se remettre en question, confirmer, parce que faut confirmer les résultats qu'on a eu l'année dernière. Et puis en espérant qu'on confirme le plus rapidement possible pour être plus à l'aise, quoi. Oui, et puis un joli petit recrutement quand même avec l'arrivée notamment de Yeleva Touboua, de Alexandre Manoukula, de Peter Lydon. Quand même, c'est une sacrée recrue qui vient de Rouen. Question de Clément. Oui, bonjour Jeff. Si cet objectif du maintien il est affirmé et qu'il n'y a pas forcément l'envie de viser plus haut, est-ce que c'est parce qu'il y a aussi, pour le moment évidemment, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas aussi la peur d'une petite redescente par rapport à une saison dernière où tout a à peu près marché jusqu'à ce match de barrage contre Grenoble? Non, c'est pas de la peur, franchement, c'est tout simplement de la remise en question parce que la Pro D2 c'est très hétérogène et toutes les équipes se sont renforcées comme nous aussi, hein. Donc nous on a fait un recrutement aussi bien ciblé, mais
mais comme je crois surtout qu'on a créé la surprise l'année dernière et on va être un peu plus attendu cette année. Voilà, donc toutes les équipes vont s'attendre vont nous jouer peut-être différemment aussi, parce que je pense qu'on a surpris et la preuve année quand Grenoble nous a pris au sérieux sur ce match de barrage, mais on n'a pas existé quoi. Donc c'est pour ça que je dis, je pense qu'il faut être humble dans cette Pro D2 et c'est pas cracher dans la soupe de dire qu'on va jouer les maintien, parce on est toujours un des plus petits budgets de la Pro D2 et voilà. Et donc c'est juste se rendre compte des choses. J'espère que ce sera mieux que le maintien, bien entendu, mais je pense que aujourd'hui, cette Pro D2, c'est vraiment très costaud, encore plus que l'année dernière. Le premier bloc de l'US Dax cette année, donc on a la réception de Montauban vendredi prochain, déplacement ensuite à Valence-Romand, réception de Colomiers, déplacement à Grenoble et réception de Soyons-Angoulême. Évidemment, j'imagine que vous avez commencé à faire un petit peu le calendrier. Je sais pas comment ça fonctionne à Dax. Vous estimez vos points. Je sais pas si vous faites ça. Mais quel regard vous portez sur ce premier bloc? Est-ce que voilà, comment vous le considérez à Dax, Jeff? Eh bien, déjà 3 réceptions sur le premier bloc. Voilà, si on arrive à gagner nos 3 réceptions, ce sera un bloc réussi, tout simplement, hein, parce que je veux dire, faire un bon début, c'est toujours quand même plus intéressant que comme l'année dernière où on avait galéré un peu au début et puis on s'était mis au niveau après de la Pro D2. J'espère que cette année, je pense qu'on va tirer les leçons de l'année dernière et on va jouer d'abord une équipe de Montauban qui reste l'équipe la plus dense de la Pro D2. Donc ça va être un match costaud. Et après, essayer comme on l'a fait l'année dernière, de pas lâcher aucun match, et essayer d'aller chercher les points rapidement. Voilà, je pense que le début des saisons, il est hyper important, du moins pour marquer les adversaires et puis aussi montrer qu'on est sur la même dynamique que l'année dernière. Quand on est coach, Jeff, on s'inflige quand même un truc particulier là, chaque saison, de repartir pour le maintien en se rongeant les ongles, en se demandant comment les autres équipes vont être. Malgré la très très grande carrière que tu as auprès de l'équipe de France, le top 14, voilà. Est-ce que tu as toujours ce frisson-là? Est-il toujours, il y a toujours du plaisir quand même dans ce frisson, malgré le stress, tout ce qui entoure le travail de manager? Oui, énormément de plaisir. Parce que je me régale avec le groupe que j'ai, qui est vraiment à l'écoute, qui a envie de produire et qui a envie de s'engager et qui est compétiteur. Voilà, donc c'est quand même très agréable d'entraîner des joueurs compétiteurs. Alors parfois l'entraînement, bien sûr, ça se branche, mais en tout cas. Voilà, je me régale, j'ai un staff aussi, on s'entend super bien aussi avec le staff et donc voilà, on a envie de faire des choses, de faire des choses nouvelles et là ce groupe-là me permet aussi d'aller chercher d'autres principes de jeu à mettre en place et donc c'est intéressant et il me tarde que la saison commence, finalement, voilà. Évidemment, ce sera sur Sud Radio. Merci Jeff d'avoir été avec nous. Je pose la même question qu'à Alex Ruiz. Là, de but en blanc, si tu dois donner l'équipe qui va remporter ce championnat et monter en top 14, comme ça, la première qui te vient en tête, c'est laquelle? La première qui me venait en tête, c'était Oyonnax. Voilà, qui je pense descend de top 14, mais a gardé quand même une grosse partie de son effectif. Voilà, et puis et après il y aura très certainement très rapidement derrière qui vont suivre Brive et Aix-en-Provence. Merci beaucoup, Jeff. Tu es globalement un peu dans ce que disait il y a quelques instants Alexandre Ruiz. Merci d'avoir été avec nous et très bel été pour continuer du côté des Landes, de l'ouest des Landes. Dans un instant sur Sud Radio, on va faire un grand tour d'horizon sur tout le monde du sport, avec aussi de la Vuelta, puisque le Tour d'Espagne est toujours en train de nous divertir actuellement. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio Sport, Alexandre Priam.
Vous êtes sur Sud Radio, on va parler de la Pro D2 jusqu'à 18h. Pour nous, Sud Radio, amoureux de ce championnat, diffuseur de ce championnat depuis de nombreuses saisons. Vous aurez tous les matchs dès vendredi prochain sur Sud Radio en simultané, puisqu'il y aura un magnifique multiplex pour commencer cette saison sur les 30 journées qui vont suivre. C'est un championnat marathon, un championnat magnifique, exceptionnel, et qui s'est terminé la saison dernière d'une façon complètement dingue. La fin de la phase régulière, avec un énorme suspense entre Brive et Nevers. Qui allait en top 10 en phase finale, qui allait se qualifier pour les phases finales. Revivez ce moment complètement fou. Il y a le bonus défensif de Montauban qui les sauve pour le moment. Rouen doit faire mieux qu'un match nul. 31 partout, vous entendez la sirène. Après 2400 minutes, tout Est-ce va que se Montauban jouer. va encore se sauver à la dernière seconde? Si on rappelle, vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby. Si Rouen ne marque que ne serait-ce qu'une pénalité, Rouen ne sera pas relégué ce soir. S'il n'y a rien d'autre qu'un match nul, Rouen sera relégué dans quelques instants. Et cette mêlée, la mêlée d'une saison pour les piliers rouennais, pour la première ligne, pour tout le pack rouennais, la mêlée d'une saison, la mêlée d'une vie pour sauver un club. C'est maintenant qu'il faut pousser côté rouennais. Ils avaient obtenu une pénalité sur la mêlée précédente d'introduction. Pour Vialard, les rouennais qui poussent, ce que va dire pénalité pour Rouen. Pénalité pour Rouen. Pénalité pour Rouen. Alors elle est difficile pour Franck Pourteau. Mais là on est en train de vivre un grand moment. Faut-il la prendre ou faut-il aller en pénal touche? C'est la question, parce qu'elle est très difficile. Elle est très difficile. Les poteaux pour Franck Pourteau. Franck Pourteau, 81e minute. Après donc 2401 minutes dans une saison de Pro D2. C'est le destin d'une équipe, de deux équipes, Montauban et Rouen, qui se jouent désormais sur un simple coup de pied. La pression sur les épaules de buteur rouennais Franck Pourteau, qui a la balle d'un barrage pour éliminer Montauban, pour que Montauban descende en national. Pour Franck Pourteau, le demi-ouverture, c'est parti. Et ça va passer à droite. Mais les Montois relancent. Et le ballon de relance, Ramoto Taboua qui va accélérer. Ramoto Taboua qui va mettre les cannes. Et Ramoto Taboua, le triplé entre les poteaux, qui condamne Rouen à la nationale. C'est terminé. Mont-de-Marsan s'impose. Ce soir, les Rouennais sont à terre. Et c'est Mont-de-Marsan qui sourit. Mais Mont-de-Marsan ne se qualifiera pas ce soir. Et c'est incroyable. Ça donne le point de bonus offensif à Nevers, qui va aller arracher une place si jamais Brive ne marque pas un nouvel essai dans ce match. Ils sont fous, les Neversois. Ils sont en train de sauter dans tous les sens. Et on va tout de suite à Brive. Lucien Gasparac. Brive a 3 essais à 1. Si Brive va chercher le bonus offensif, c'est Brive en phase finale. S'il n'y a pas cet essai, eh bien ce sera Nevers. C'est maintenant. Les 15 Corésiens qui vont se mettre dans le maul. Il est inarrêtable, ce maul corésien, ce maul blanc et noir. Est-ce qu'ils vont y aller? Et l'essai corésien inscrit sûrement par Benjamin Boudot. L'essai du bonus offensif qui envoie Brive en phase finale. Ils rejoignent le top 6. Les Corésiens, quel effort. C'est toute la Corrèze qui a poussé. C'est tout le stade Amédée Domenech. Ils ont poussé à 15 les Corésiens. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, eh bien vous l'avez compris, ce championnat il est fou. Il faudrait des mi-temps de 90 minutes pour qu'on prenne des décisions dans les temps, parce que là, ce qui vient de se passer, des saisons ont basculé à la 85e, à la 88e. Je ne rigole pas. Quel moment quand même la saison dernière, et c'est vrai que ça avait été extrêmement cruel pour Nevers, qui avait donc cette place, ce ticket pour le top 6 pendant quelques instants avant que Brive ne marque cet essai pour le bonus offensif. Bonsoir Xavier Péméja. Bonsoir Sud Radio. Désolé pour le. Désolé, mais c'était pour recontextualiser. Désolé Xavier, c'est pour recontextualiser pour les auditeurs, mais c'est vrai que là, petit coup de canif là. Je suis désolé. C'est pas là comme un canif, c'est quand on perd contre Angoulême à Nevers et contre Grenoble, voilà, tout simplement. Ouais, ces défaites à domicile en deuxième partie de saison, elles ont fait très très mal à Lucerne. Hein. Oui, c'est là qu'on perd notre qualification. Voilà, c'est un gros regret, c'est comme ça. C'est fini, de toute façon, il faut pas faire autre chose. Mais c'est toujours là de manquer le qualif, parce que dans l'évolution d'un groupe, dans l'évolution d'un club, c'est toujours des grands moments. Voilà, donc c'est un très gros regret. Un regret que vous avez rappelé aux joueurs durant la préparation, durant cette intersaison, Xavier Péméja?
Rappeler, oui, mais bon, ils se souviennent, hein, parce que aussi les premiers qui en souffrent le plus, c'est quand même les joueurs, parce que malgré tout, faire des phases finales dans une carrière de joueur, c'est pas tout le temps, c'est des moments exceptionnels, et ils savent très bien que c'est notre faute hein, si on n'a pas réussi à le faire, quoi. Donc, une nouvelle saison démarre, qui va être encore plus difficile, donc ils vont falloir s'accrocher, et ça nous apprend aussi que le moindre poids est important. On a laissé pas mal de bonus défensifs à l'extérieur, des choses simples qu'on a laissé faire, qu'on a laissé passer, par manque de caractère, manque de finition, manque de détermination sur les fins de match. Et ça, c'est qu'à partir de maintenant, cette saison, chaque point sera important. Même une défaite avec un point, c'est pas une défaite vraiment. Non, exactement. On va revenir justement, sur les recrutements à l'intersaison. Clément Combe, oui. Du côté de Nevers, pas mal de départs et des arrivées avec des joueurs notamment prometteurs. Hein. Ouais, des gros départs déjà avec des joueurs importants de la saison dernière. On pense à Elia, à Christian Mbadiang ou Kylian Jaminet. Du côté des arrivées, on a Efima Afou, on a Jean-Maxence Jules Rosette, Hugo Vignol, Simon Tarel. On a Paola Wally Zolizo en provenance de Brive, Atou Manou et Tom Deleuze en provenance de Massy, le jeune arrière de 24 ans. Quelle était la philosophie de cette intersaison, de ce recrutement, Xavier Péméja? Bon, on avait le poste talonneur qui était important parce qu'on perdait quand même Elia qui était un des meilleurs talonneurs de Pro D2. Donc on a essayé de trouver un talonneur qui était un peu dans son profil avec l'arrivée de Meafou et puis on voulait un troisième talonneur GIF donc on a quand même fait un recrutement sur les jeunes prometteurs, les jeunes qui étaient en top 14 et qui n'avaient pas pu ouvrir la porte de leur équipe 1 en espérant que ce soit un peu ravachard et surtout avec un esprit de travail. Voilà, aujourd'hui on s'aperçoit que Nevers malgré tout est un club un peu tremplin pour ces jeunes-là parce qu'ils arrivent à rebondir et à repartir après en top 14. C'est le regret qu'on a un peu de Paris va les garder parce que ça va garder tout le monde, je sais pas ce qu'on y serait. Depuis 5-6 ans, là, on a perdu beaucoup de bons joueurs qui aujourd'hui font le bon top 14, c'est très bien pour eux. Maintenant voilà ce genre de profil. Après on avait Atoumanou qui était un joueur un peu plus confirmé et Wally Solo se présenté sur la fin du recrutement. Bon, on a fait le pas vers lui, c'est les profils qui nous manquaient au milieu du terrain. L'année dernière on était très embêtés parce qu'on a eu vraiment Rudy Derieux et Ali Loalois qui ont fait pratiquement tous les matchs. On avait Paris et le petit Fauché et puis voilà, on a été un peu juste sur la fin de saison. On a voulu renforcer là et voilà pour cette saison-là. Alors je vois sur All Rugby qui est un site de référence le départ d'Artus Barbier. J'ai pas trop suivi. Il a quitté le club, Artus Barbier. Oui, Arthur, il a quitté le club. Ça a été sa volonté. Il était en contrat avec nous. C'était sa volonté. Il trouvait qu'il avait pas assez de temps de jeu. Voilà, c'est peut-être une fois qu'on n'a pas donné assez sa chance. C'est peut-être possible parce que un beau joueur. Voilà, il avait envie de vivre autre chose. Nous, on était prêts à le garder. Sa dernière saison, mais sa décision a été de partir. Donc, on a respecté ça. Parce que moi je vois qu'il est parti, j'ai l'impression à Hong Kong. Enfin, je comprends pas très bien, mais je pense que c'était. Il avait envie de vivre autre chose. Non, il avait envie de vivre autre chose. Il n'a pas eu de contact, je pense, précis en Pro D2. Il avait envie de vivre autre chose. Il avait un projet sur l'Australie aussi à un moment donné. Voilà, c'est un jeune qui avait envie de voyager, je pense. Ah bah très bien, il a bien raison. Justement, pour attaquer ce début de saison là qui arrive, comment vous analysez votre début de saison sur le papier, votre calendrier, Xavier Péméja? Parce que là déjà, ça va commencer fort dès le début. Hein. Mais il est terrible, parce qu'on reçoit Grenoble, on va au Yonax, on reçoit Brive, on va à Gers, on reçoit Montauban. Donc voilà, déjà, franchement, c'est dur de faire pire. Hein. C'était difficile de faire pire. On va se passer sur le premier match parce que c'est un groupe qui est jeune et c'est le. En plus Grenoble, c'est un mauvais souvenir à domicile. Hein. Grenoble, c'est pas un bon souvenir. Mais plusieurs saisons, on a souvent été sur les derniers moments battus par eux ou fait match nul même, je crois. Après, on avait réussi à gagner chez eux, mais l'année dernière, ça nous a vraiment plombé. Même si voilà, on a perdu ce match, on a perdu la qualif avec le potentiel de se qualifier avec. Voilà, donc c'est pas. Et puis on sait très bien qu'ils ont quand même fait 2 ans de suite. Il faut la finale. Là aussi l'équipe qui est au du top 14. C'est comme ça, tout ça, il faut les jouer. Ça sera fait, il faut se pencher là-dessus, qu'on soit vraiment très concentré sur ce match-là, parce qu'on a eu contre Clermont, on a eu un éclairage un petit peu que sur du jeu rapide. On a été vraiment en difficulté ce week-end, donc ça va nous permettre de bien préparer Grenoble. Tiens, justement, on est avec un auditeur grenoblois, on est avec Philippe. Salut Philippe. Salut Alexandre, salut à tous.
Salut Philippe. Bon, toi qui suis Grenoble évidemment au quotidien, c'est quel Grenoble qui va arriver à Nevers la semaine prochaine selon toi ? C'est un Grenoble qui va arriver avec un petit déficit de préparation puisque suite à la finale, comme vient de le rappeler Xavier Péméja du FCG l'année dernière, la reprise a été un peu tardive. Donc je pense qu'en termes de préparation, il doit y avoir 2 à 3 semaines de moins que les autres équipes. Donc un Grenoble avec un petit déficit de préparation et puis un Grenoble avec pas mal de nouveaux joueurs aussi parce qu'il y a eu pas mal de turnover entre 15 départs et 9 arrivées cette année. Donc on va avoir un gros déplacement effectivement et face à une équipe loin d'être facile à jouer à domicile et même à l'extérieur parce qu'ils nous ont battus l'année dernière. Ouais, et en plus, Xavier, là, on t'a amené un autre auditeur. On a William de Brive, là, t'es assailli par les concurrents. William, quel regard tu portes sur cette équipe de Nevers ? Quand on parle pour les deux, on pense à Nevers tout de suite, quoi. C'est une équipe où on commence à être habitué à les voir et surtout à les voir performer avec un modèle qui nous fait plaisir à voir. Parce que même s'ils ont réussi quelquefois des pioches sur des joueurs confirmés, on sait que Xavier Péméja a pas peur justement avec une connexion clermontoise qui fonctionne bien, avec certains clubs de confiance à prendre des espoirs qui sont 3e ou 4e dans la hiérarchie de leur club et à les faire jouer. Donc en fait, qu'on soit de Nevers ou pas, on a inconsciemment envie de les voir se qualifier tous les ans. Puis c'est une des seules villes où il y a plus de spectateurs que d'habitants, quoi. Donc c'est vrai que c'est ouais, moi je suis allé, ça me fait penser un peu, j'avais joué contre Bourg-en-Bresse où c'est pareil, il y a 5000 habitants, 9000 spectateurs, on sait pas d'où ils viennent, mais le stade est plein, avec un président qui est un modèle qui est extrêmement rassurant par rapport à ce qu'on voit dans beaucoup de clubs de rugby. Donc on a envie que ça fonctionne. Et une année où ça se qualifie pas, peut-être que ça a permis aussi de revoir certaines choses. Et on a envie de les voir performer avec une Pro 2 qui va être hyper costaud. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que le club reste dans son modèle. En prenant le talonneur des Sports de Clermont, en prenant des joueurs qui sont en devenir. Donc toujours à se challenger au niveau du staff parce que c'est quand même aussi c'est pas forcément la sécurité de partir avec un groupe jeune mais ils y arrivent tous les ans. Exactement. Xavier, on sait, Xavier Péméja qui est avec nous sur Sud Radio, manager de Nevers, tu es un bâtisseur. Qu'est-ce qui reste à bâtir à Nevers ? Le problème, c'est qu'on rebâtit souvent. C'est un peu le problème, c'est qu'on repart. Parce que de prendre des jeunes, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, c'est des gosses qui ont envie de réussir. Mais c'est vrai que mon staff, chaque fois, est obligé de repartir pas à zéro. Mais c'est un peu compliqué parce que, j'ai quand même des anciens qui sont là. C'est eux qui vont être importants cette année. C'est les anciens, quelle ambition ils vont mettre au niveau de ce club. On passe à côté de la qualif, on est allé maximum en demi-finale. Voilà, est-ce qu'ils veulent plus? Parce qu'il y en a certains qui arrivent sur leur fin de carrière. Maintenant, moi, ça va faire, j'avais attaqué, je crois, ma 9e saison. Ils étaient là avant moi, ils étaient en fédéral. Est-ce qu'ils ont envie de marquer le club sur une saison unique? Parce que il y a très peu d'histoire du club en Pro D2. Voilà, c'est ces anciens-là qui vont être importants. Et les jeunes derrière, je sais très bien qu'ils vont amener leur fraîcheur. Mais vous savez que quand c'est dur, c'est ça que c'est un peu embêtant d'avoir trop de jeunes, parce que c'est ça, ils peuvent perdre confiance. Et c'est là que on peut avoir des problèmes. Donc je compte beaucoup moi sur mes anciens. C'est eux qui doivent mener le bateau, quoi. Et après on a les jeunes qui vont ramer. On verra bien. Mais bon, c'est intéressant. Après l'objectif c'est se qualifier, bien entendu, parce qu'on a manqué l'année dernière. Dire que l'objectif c'est de monter en top 14, je pense que vendredi on a vu que on était loin du niveau, on était loin de préparer ça. Donc c'est bien évolué sur la saison entière. Voilà, de toujours dans de l'évolution, et on verra comment ça se passe. Après, j'ai des bons staff qui travaillent vraiment très très bien. C'est pour ça aussi que les jeunes réussissent, et ça se fait un petit peu maintenant. J'ai beaucoup d'appels de jeunes pour venir à Nevers parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de bons professeurs devant. Voilà, c'est une bonne chose, ça c'est un peu nouveau. Donc c'est très bien. Puis il y a des jeunes du club aussi qui sortent. Là, ce week-end, j'ai 2 joueurs qui sortent du centre de formation, qui ont fait vraiment un très bon match contre Clermont. Donc ça aussi c'est encourageant au niveau de la formation, de ce qui se passe dans ce club grâce au président qui vraiment pousse là-dessus, quoi. Super, on a hâte de suivre évidemment la saison de Nevers. Merci Xavier d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et à bientôt.
Et on va se retrouver dans quelques semaines et peut-être même avant pour suivre la saison de Pro D2 du côté du Pré-Fleury. On reste avec William de Brive, avec Philippe de Grenoble, parce que dans un instant sur Sud Radio, c'est Pierre-Henri Broncan qui est avec nous, le manager du CAB. À tout de suite. Pour la direction de Brive, on a un auditeur briviste, William, on a un auditeur grenoblois, Philippe, et puis on a le manager de cette équipe de Brive, Pierre-Henri Broncan. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio, Pierre-Henri. Déjà, ça nous fait très plaisir de t'avoir sur Sud Radio. On évoque évidemment la saison de Pro D2 que l'on va suivre en intégralité sur notre antenne comme depuis de nombreuses saisons, avec donc le CA Brive Corrèze Limousin, qui a forcément des ambitions. Mais quelles sont-elles ces ambitions donc pour cette prochaine saison? Brive a fait partie des équipes qui sont régulièrement citées comme celles qui pourraient monter en top 14. Alexandre Ruiz, tout à l'heure, l'entraîneur du SA15, a spontanément dit Brive. On lui a pas soufflé, promis, Pierre-Henri, mais il nous a dit, moi je vois Brive monter. Juste après, Jeff Dubois, a mis Brive dans le même trio que Aix-en-Provence et Oyonnax. Ça met un petit peu de pression sur Brive. De toute façon, quand on est coach à Brive, il y a toujours de la pression, Pierre-Henri. Oui, tout à fait. Après, on va essayer déjà de faire une meilleure saison que la saison dernière. Et donc, en étant très très humble, parce que c'est une division qui est très compliquée, un championnat qui est très long, et il y a un championnat très homogène aussi. Donc, voilà, on va déjà commencer à aller sur le terrain jeudi contre Oyonnax, qui eux descendent de top 14, et avec un match qui sera très très difficile. Mais bon, voilà, on est bien sûr qu'on a des ambitions, et quand on est compétiteur. Et on a des joueurs qui le sont aujourd'hui, donc ils ont bien sûr envie de faire une très grosse saison. Ouais, très très belle saison peut-être à venir pour Brive, avec beaucoup d'arrivées, pas mal de changements quand même dans l'effectif, Clément, durant cette intersaison. Et peut-être un des plus beaux recrutements de la Pro D2, c'est à discuter avec celui de Provence Rugby sans doute, mais Omar Odishvili, on va faire en plusieurs étapes. La recrue XXL du CA Brive, c'est Courtney Lose, évidemment le deuxième ligne en provenance de Northampton. Il était annoncé il y a plusieurs mois déjà. Il sera accompagné en deuxième ligne d'un inusable, lui aussi géorgien, Konstantin Mikotadze. On a aussi Curvin Bosch, le Sud-Africain, ou Simon-Pierre Chovac, qui arrive de Pau de top 14. On a un recrutement avec des joueurs confirmés de Pro D2. On pense à Paul Pimienta, à Rocco Dourou et Riley Vous d'Agen, Erwan Dridi de Grenoble aussi, Odishvili, on en parlait, le pilier de Soyon-Goulême. On a aussi Thomas Zenon de Nevers et Enzo Quito de Clermont, sans oublier Hugo Verdu qui vient de Massy, le demi d'ouverture de 27 ans, mais gros recrutement de la part de Brive. 14 arrivées, je vois, voire même 15 si on compte Elias Tochon, Pierre-Henri Broncan. Pourquoi autant d'arrivées? Qu'est-ce qui a motivé ces changements dans l'effectif? On a deux Rouennais aussi, Maxime Sidor et Maxime qui nous rejoignent. Non, c'était un effectif de 14 joueurs avec 12 joueurs juifs. Et c'était important de rééquilibrer notre effectif. On a eu quand même des soucis la saison dernière avec beaucoup de joueurs non juifs. Et c'est arrivé un équilibre vraiment déficitaire à ce niveau-là. Donc on voulait se donner, je dirais, une profondeur un peu plus dans l'effectif, avec un peu plus de simplicité par rapport à cette question de juifs. Donc c'était important. Après, on a également un très bon recrutement, qui est le recrutement en interne, puisqu'on a nos juniors Krabos, champion de France, il y a 2 mois de ça, et donc déjà des garçons de 18 ans qui postulent, 18-19 ans, qui postulent à un effectif professionnel. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on a un effectif qui a grossi à l'intersaison entre les arrivées en externe et en interne, je dirais. Question peut-être de William, notre auditeur Sud Radio qui vient donc qui suit la saison de Brive. Peut-être une question pour le manager briviste. Ouais, donc déjà très content que Henri soit toujours là cette année. Est-ce que justement avec ce recrutement qui est ambitieux, est-ce que lui il sent une pression particulière, ou est-ce qu'avec la nouvelle équipe dirigeante, il a quand même plutôt la main sur le projet, sur ce qu'il veut mettre en place, ou la pression, la communication a un peu changé? Non, la communication n'a pas changé. Le projet, il était donc
d'améliorer notre effectif, je dirais entre guillemets, de le faire grossir, et également de changer le staff également, d'amener des modifications dans le staff. Donc là aussi, je suis allé chercher des personnes que je connaissais très bien, avec Joe Worsley ou David Arrêt-Carrère, qui sont des entraîneurs qui étaient avec moi à Castres, mais également un médecin que j'avais à Castres, c'est avec Jadourne. Il fallait, je voulais avoir un peu mon effectif joueur, mais également mon staff. Donc voilà, après les dirigeants, ça c'est sur la très bonne voie, je trouve. C'est une évolution aussi. On a un nouveau directeur général qui est un Sud-Africain, qui connaît très bien le rugby français puisqu'il avait joué à Biarritz et Bayonne. Il vient des Sharks également. Il a une belle expérience sur le plan de vue international même. Donc, et Thierry Blandinière est passé président. C'est un PDG d'une énorme boîte en France et dans le monde. Donc voilà, on est sur la continuité de ce que j'ai connu en arrivant à Brive en tout cas. Question peut-être de Philippe de Grenoble, suiveur du FCG. Oui, effectivement, comme on disait tout à l'heure, le CAB, ça va être un candidat à la montée avec ce recrutement avec une priorité de GIF. Mais est-ce que aussi, Pierre-Henri, peut-être tu peux nous dire si ce recrutement, je vois qu'il y a pas mal d'anciens, des joueurs d'expérience, c'est quelque chose qui manquait, ça, au CAB ? Oui, parce qu'on a, comme j'ai dit, on a une très bonne formation, comme Grenoble d'ailleurs. Donc on sort beaucoup de jeunes joueurs, mais il faut aussi les encadrer. Je trouve que le mélange entre l'expérience et la jeunesse, c'est quand même ce qui marche, je trouve, dans le rugby. Et on le voit dans un club comme le Stade Toulousain, où il y a de très bons jeunes, mais très bien encadrés par les internationaux et par des joueurs plus aguerris. Donc c'est un équilibre à trouver. Et c'est vrai que l'an dernier, on manquait un peu peut-être de joueurs d'expérience, dans le vestiaire notamment. Et nos jeunes joueurs, ils ont des qualités énormes, mais ils n'ont pas forcément la gestion parfois de match ou la connaissance des milieux, c'est-à-dire des phases finales, des matchs en jeu, etc. Quand ils jouent un match, une finale du championnat de France Crabo, c'est pas un match de barrage à Béziers devant 14 000 spectateurs. Donc, je pense que le mélange était obligatoire. Ouais. Quand on regarde un petit peu le calendrier de Brive pour ce début de saison, Pierre-Henri, réception de Yona, jeudi prochain, ça commence fort. Il y aura ensuite un déplacement à Soyer-Angoulême, déplacement à Nevers, réception d'Aurillac pour le premier bloc, et enfin qui se terminera ce premier bloc par un déplacement à Mont-de-Marsan. Comment tu juges ce premier bloc ? Il est très très costaud, bien sûr qu'il est très costaud ce premier bloc. Après c'est un championnat qui est très long aussi, je répète, donc quoi qu'il arrive dans ce premier bloc, ça ne sera pas fini, donc c'est un championnat où il y a des cycles, des fois négatifs, des fois positifs. L'important c'est d'être le plus constant possible. Après le gros rosé, c'est que le premier match avec COENAC, ça va être plein, mais on a une 4e tribune en construction et c'est dommage de nous avoir mis cette grosse affiche lors de la première journée alors qu'on n'aura pas cette 4e tribune complètement livrée. Bon voilà, je pense surtout à nos spectateurs qui vont être en nombre parce que on est dans une véritable terre de rugby et il y a beaucoup de ferveur autour de l'équipe. Donc c'est dommage pour eux, mais bon, on va s'attacher à faire un très bon bloc, le meilleur bloc possible, bien sûr, et être compétitif sur toutes les rencontres. C'est ça qui est important en Pro D2. Bon, évidemment, moi j'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé face au Racing 92 et devant, on a quand même globalement, quand je dis on, la presse a été quand même globalement très impressionnée par le travail de Brive devant face au Racing. Est-ce qu'on sort la carte Pierre Boncamp, c'est juste un match de prépa ou il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer devant? On a joué une équipe de Racing qui n'avait pas de joueurs de première ligne. Faut bien comprendre ça, même s'ils ont un garçon qui avait fait la Coupe du Monde de moins de 20 ans, au poste de pilier gauche ou droit, jeune Julien, mais bon, entre les moins de 20 ans et le championnat professionnel, il y a une énorme différence dans le secteur de la mêlée, par exemple. Donc voilà, il ne faut pas tenir compte de ça. Je pense qu'on a été sérieux et ça c'est très bien. L'ensemble des joueurs a été sérieux. Ils ont quand même battre le Racing 35-19 comme ça, ouais, voilà. Mais c'était un Racing en préparation, voilà. On connaît quand même
le rugby. Il manquait quand même Camille Echa, il manquait la Claya, il leur manquait quand même beaucoup de gros joueurs. Mais on va pas cracher dessus non plus. On a fait un match très sérieux, je répète. Les joueurs ont été dominants et tant mieux. Mais bon, le rugby, c'est tous les week-ends, c'est différent. Et on s'attend à un affrontement mêlé beaucoup plus dur jeudi soir contre Unax. Mais on va se préparer pour essayer en tout cas de faire le même résultat. Merci beaucoup Pierre-Henri d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On a hâte vraiment de suivre le CAB cette saison sur notre antenne jusqu'en juin prochain. Parce que là, ça y est, on est parti pour 9 mois de plaisir. Merci Pierre-Henri, très bonne fin de préparation et à la semaine prochaine pour le début de la saison de Pro D2. Merci beaucoup à tout le monde, merci à Philippe, à William, merci à Enzo, à Quentin, à Clément. La semaine prochaine, c'est le début de la saison. C'est que du plaisir. Très belle soirée à tous.